Alors voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui d'un projet en cours de développement, donc vraiment de quelque chose d'assez innovant et novateur. C'est mesurer la pluie grâce au réseau de téléphonie mobile. D'accord? Donc une idée intéressante quand on voit ça. Donc je vais vous expliquer un peu plus de quoi il s'agit et vous parler des premiers tests qui ont été faits en Afrique et qui montrent vraiment qu'il y a un potentiel très intéressant de ces méthodes en Afrique. Et je pense qu'il s'agit d'une solution intéressante en fait pour renforcer les systèmes d'alerte et de surveillance, notamment les systèmes d'alerte d'inondation. Voilà. Alors, bon, je ne suis pas toute seule au sein de ce projet, et donc la liste des collègues qui ont participé au projet et aux premiers tests de la méthode qui ont été faits en Afrique est là. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs pays africains qui sont impliqués, notamment le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui ont été très actifs avec nous. Et puis aussi la météo du Burkina Faso et un opérateur de téléphonie qui, en l'occurrence, l'a été Télécel Faso, qui a permis que ce que je vais vous présenter aujourd'hui soit rendu possible. Alors ce n'est que le début d'un projet dont on espère qu'il va s'étendre et prendre à son bord beaucoup plus de collaborateurs. Alors les enjeux qui sont présentés tout à fait en haut, évidemment, vous les connaissez bien. C'est que le risque d'inondation est très important dans les grandes métropoles africaines, alors pas seulement dans les grandes métropoles africaines, hein, un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que les risques hydroclimatiques ont tendance à s'accroître, parce qu'on est dans un contexte de changement climatique où il semblerait que les événements extrêmes augmentent d'une part, et puis d'autre part parce que la forte croissance des villes et les aménagements un peu rapides des villes font que les populations deviennent de plus en plus vulnérables, d'autant plus que les populations aussi sont en forte croissance. Donc voilà, ça accroît la vulnérabilité à un risque qui lui-même augmente, un aléa qui lui-même augmente. Et je pense qu'on peut dire que les services météorologiques et d'alerte précoce actuellement sont relativement mal développés sur la bande tropicale en général, et c'est vrai en Afrique en particulier. Une des choses, c'est qu'en fait, les systèmes d'alerte précoce aux inondations urbaines, là je parle des inondations urbaines, en fait, en général, s'appuient sur des réseaux de radars météorologiques. Or, les réseaux de radars météorologiques, c'est extrêmement coûteux, parce que les appareils eux-mêmes sont coûteux, leur installation est coûteuse, leur maintenance sur le long terme est coûteuse, et ça demande d'avoir des équipes techniques qualifiées qui sont en permanence en train de s'occuper de ces radars. Donc c'est quand même des systèmes qui est très difficile d'inventer et de généraliser dans des pays qui ont parfois du mal à maintenir leur service météorologique. Alors c'est autour de ces questions et puis d'idées qui étaient en l'air dans la communauté scientifique, en fait, qu'on s'est dit, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait vraiment essayer, c'est de voir si on ne peut pas exploiter quelque chose que les opérateurs de téléphonie savent bien, c'est que quand il pleut, en fait, la pluie perturbe les signaux micro-ondes. Donc, alors, les gens des télécoms savent bien ça. Les gens qui s'occupent de télédétection spatiale le savent bien aussi, puisque c'est le principe de la mesure de la pluie par satellite ou par radar. Mais pour les télécoms, dans le réseau télécom, cette interaction entre les ondes et la pluie, pour eux, c'est une nuisance. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on voit illustré ici. Sinon, je vais montrer avec la souris. Oups. C'est ce qu'on voit illustré ici. Entre les antennes relais, comme celles qui sont là et là, donc antennes relais qui fleurissent en Afrique et dont il y a beaucoup j'en ai été témoin depuis hier, il y a énormément d'antennes relais à Niamey. Donc les signaux qui sont émis entre ces antennes relais et qui servent à transporter ce que les gens des télécoms appellent le signal data, c'est-à-dire tous les messages et tous les signaux vocaux qui passent, qui sont transmis. Ces signaux donc, qui se propagent entre les antennes relais, ils sont transportés dans ce qu'on appelle une porteuse qui est dans le domaine des micro-ondes, donc un signal dans le domaine des micro-ondes. Et lorsqu'il pleut, ce signal est perturbé. Parce que la pluie a la capacité d'absorber une partie de l'énergie micro-ondes. Et du coup, non seulement d'en absorber une partie, mais aussi d'en diffuser une partie dans toutes les directions.
Et du coup, quand il pleut, ben, tout le signal qui est émis à l'antenne A n'arrive pas à l'antenne réceptrice B. Voilà. Donc, on sait cela, les gens des télécoms le savent depuis longtemps, et c'est pour ça qu'ils configurent leur réseau de manière à ne pas perdre le signal quand il pleut. Mais l'idée, c'est que si nous, en tant que chercheurs et spécialistes de l'environnement et personnes qui ont envie de mesurer la pluie, on pouvait avoir accès à ces perturbations, ben justement, on pourrait en déduire ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la pluie sur le réseau. Donc voilà le principe de l'idée. Donc pour ça, comme en général les opérateurs enregistrent ces perturbations, s'ils nous donnent cette information, nous, on doit pouvoir mesurer la pluie. C'était le principe de base. Je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Mais ce qu'a fait l'équipe Raincell Africa, que je représente aujourd'hui, donc Raincell pour Rain Measurement from Cellular Telephone, et puis aussi ça fait cell parce que c'est Raincell, c'est une cellule pluvieuse. Okay. Donc cette équipe Raincell Africa, qui est une collaboration entre l'IRD, l'Université de Gou et l'opérateur Télécom Faso, je vais vous expliquer ceci, a validé la méthode à Ouagadougou et montrer qu'effectivement on peut faire ça, on peut quantifier la pluie grâce au réseau de téléphonie. Donc pour aller plus loin dans l'explication du principe, alors certaines de mes transparences sont en anglais, vous ne vous formaliserez pas et de toute façon moi je continuerai à parler en français. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce que tout à fait en haut, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc c'est que effectivement quand sur la propagation du signal, enfin, le signal rencontre de la pluie, il est atténué. Une partie du signal est absorbée ou diffusée, mais en tout cas ça a fait de l'atténuation. Et là, ce qu'on voit sur l'image en bas à droite, c'est le signal brut tel qu'il nous a été mis à disposition par l'opérateur de téléphonie Télécell Faso. Ça, c'est typiquement ce que les opérateurs surveillent. Alors, certaines le surveillent en temps réel, certaines ne le surveillent qu'en temps différé, mais ils regardent en fait les fluctuations des signaux transmis et reçus afin d'avoir une idée de la qualité de leur réseau. En particulier, eux, ce qui les intéresse, c'est de vérifier qu'ils ne perdent pas du signal de temps en temps, bien vérifier que les antennes fonctionnent toujours. Et donc, si on regarde attentivement ce signal brut, donc là, on a quelques jours de données. On a à peu près une semaine de données en 2012 sur un des liens auxquels on a eu accès au Burkina Faso. Donc, ce qu'on appelle un lien, c'est une paire d'antennes, d'accord, une paire d'antennes relais. Et ce qu'on voit bien ici, c'est que la plupart du temps, les signaux émis et reçus sont plutôt stables. Il y a des petites fluctuations, mais c'est quand même plutôt stable. Et puis de temps en temps, on voit une chute vraiment très marquée du signal. Alors là, en fait, c'est deux signaux reçus parce que comme on travaille avec des paires d'antennes, on a une transmission de l'antenne A vers l'antenne B et puis aussi une transmission de l'antenne B vers l'antenne A. Donc là, on a deux signaux reçus qui sont là, qui sont en fait deux bilans de liaison, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, on voit que d'une manière cohérente, de temps en temps, il y a des événements comme ça où le signal chute très brutalement. Et donc, on sait que c'est typiquement la signature d'un orage, la signature d'une ligne de grain. Pourquoi? Parce que les lignes de grain, comme vous le savez tous, quand il pleut ici, notamment dans les premières heures de l'événement pluvieux, quand c'est la partie convective qui arrive, les précipitations sont très intenses et donc brutalement, elles atténuent beaucoup ce signal télécom. Alors, on n'est pas les premiers à s'intéresser à cette question. Et notamment, il y a des premiers travaux qui ont été faits en Hollande et aussi en Israël sur cette question. Et donc là, j'illustre des travaux de nos collègues hollandais. Donc là, c'est en fait le contour, on voit le contour de la Hollande. Et là, c'est un exemple en fait d'une carte de pluie qui a été obtenue en utilisant au niveau de la Hollande toutes les antennes relais disponibles en Hollande. Et là, c'est une carte de pluie qui a été obtenue en utilisant les moyens classiques de la météo hollandaise, c'est-à-dire des radars météorologiques et des pluviographes. Et ce qu'on voit, c'est que, effectivement, les deux cartes
Donc là, il s'agit de 2 cartes journalières, sont très proches, même si évidemment il y a des différences. Les cartes sont quand même très proches. Et ça montre tout le potentiel. Mais comme je le dis souvent à mes collègues hollandais, c'est très intéressant d'être capable de faire quelque chose qui mesure comme le radar dans des endroits où il y a déjà des radars. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'être capable de faire du radar dans des endroits où il n'y a pas de radar opérationnel, où il n'y a pas assez de radar opérationnel. Donc ça, c'est une carte qui n'est pas complètement à jour. En plus, comme c'est sur fond noir, on ne voit pas très bien. Mais enfin bref, c'est une carte globale de la couverture de radars météorologiques en fait, à l'échelle globale. Alors tous ne sont pas là parce qu'il s'agit uniquement de certains radars opérationnels auxquels le programme qui a fait cette figure avait accès. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'il y a une couverture de radars météorologiques très dense dans l'hémisphère nord et qu'en Afrique, et c'est pareil en Amérique du Sud, il y a un manque crucial de radars météorologiques. Donc c'est vraiment là, dans ces zones-là, que ce serait intéressant de trouver une autre méthode pour faire des champs de pluie relativement avec une bonne résolution spatio-temporelle. L'autre problème, et vous le connaissez bien aussi à Agrimet, c'est le fait que d'une manière générale, le nombre de stations pluviométriques disponibles et transmises, par exemple, par le GTS ou disponibles, que ce soit pour la recherche ou l'opérationnel, a eu tendance à diminuer d'une manière assez brutale au cours des 20 ou 30 dernières années, à l'échelle du monde. C'est vrai à l'échelle du monde entier, mais c'est vrai aussi en Afrique. Et bon, c'est vrai en particulier dans la zone sahélienne. Ça, c'est un papier qui est issu, je pense, de travaux de Abdo Ali, qui est de chez vous, et qui montre la diminution du nombre de stations accessibles en opérationnel et en temps quasi réel. À droite, c'est un inventaire qui avait été fait par un programme qui s'appelle CPC, Climate Prediction System, qui a un produit pluviométrique global dans lequel ils ingurgitent des données pluviométriques du monde entier et qui montre qu'effectivement, en Afrique, le nombre de pluviomètres opérationnels disponibles a vraiment chuté au cours des 20 dernières années. Alors, par contraste, on voit ici la densité, en bas la densité de population, et encore c'est une image qui date de 2013, donc la densité a encore augmenté, et en haut on voit la densité de couverture en téléphonie mobile, et on voit qu'en fait la couverture en termes de téléphonie mobile est très bien corrélée à la couverture en termes de population, puisqu'évidemment les opérateurs s'installent là où les populations croissent, puisque c'est d'autant plus de clients pour eux. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en plus, comme c'est quand même aussi dans les endroits où il y a des fortes densités de population, et en particulier les grandes villes, que les problèmes d'inondation créent le plus de dégâts, c'est très intéressant finalement que la solution qu'on propose marche d'autant mieux que le risque est élevé et que les dégâts sont élevés. Et par contraste avec la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, qui montrait la chute dramatique, on va dire, du nombre de pluviomètres disponibles en opérationnel, on voit ici, depuis la courbe des 6 dernières années, l'accroissement du nombre de tours, d'antennes relais en Afrique. Ça croît d'une manière croissante, et je suis sûre que pendant que je vais faire mon exposé, il y aura au moins 2 ou 3 nouvelles tours qui seront installées en Afrique de l'Ouest. Ça va très vite, ça croît très très rapidement parce que les réseaux, la téléphonie mobile se développent actuellement énormément en Afrique de l'Ouest. À titre d'exemple, donc comme je vous ai dit, les premiers tests de nos travaux ont été faits au Burkina Faso. Et ici, on voit, donc vous reconnaissez le contour, l'empreinte du Burkina Faso. Et donc là, c'est la carte des antennes relais disponibles avec l'opérateur Télécel, qui est celui qui a travaillé avec nous.
Et là, à gauche, on voit l'état du réseau quand on a commencé à travailler avec eux en 2012. Et à droite, on voit les antennes disponibles, en fait, les antennes relais qui ont été installées en 2015. Donc ça a été multiplié par, je sais plus, c'est clair que ce sont, la densité d'informations potentiellement disponibles grâce à ce genre de réseau croît. Alors, pour aller du potentiel à vraiment tester qu'est-ce qu'il est concrètement possible de faire, on a donc mis cette méthode au Burkina Faso. Alors, Papa a dit au départ que j'étais venue à Niamey en 2010 installer un radar météorologique et que ça s'était fait dans le cadre d'un programme de validation d'un satellite qui s'appelle Mégatropique. Dans le cadre de la validation de ce satellite, nous avons installé un site de mesure et de validation. Ah, merci. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Un site de mesure et de validation du satellite à Ouagadougou. C'était constitué d'un radar météorologique qui était à la météo, donc à la DMN du Burkina Faso, et dont on voit la portée, qui est d'à peu près 100 km de part et d'autre de son centre. Et puis on avait installé aussi un certain nombre de pluviographes à auget basculeur, donc de pluviographes qui nous permettent de mesurer la pluie au pas de temps de 5 minutes, autour de Ouagadougou. Et l'opérateur Télécel Faso, qui a accepté de collaborer avec nous, nous a mis à disposition des données, des puissances transmises et reçues sur un certain nombre de liens. Donc en 2012, il nous a mis à disposition 3 liens qu'on voit ici. Bon, en fait, il se trouve que pour le premier et le troisième, il y a eu des problèmes au niveau des données, parce que les fichiers étaient interrompus, etc. Mais pour le deuxième lien, on a pu se comparer avec un pluviographe et puis aussi avec les champs de pluie radar qu'on produisait à partir de notre radar météorologique. Radar météorologique qui donc précédemment était à Niamey en 2010. Donc voilà quelques résultats de l'étude qu'on a mis en place. Donc là, on voit la série de données sur un mois, en 2012, donc de début juillet à début août. Et là, ce qu'on voit en haut, c'est donc ce que je vous ai montré dans mes tout premiers transparents, c'est-à-dire le signal brut tel qu'il nous est donné par l'opérateur de téléphonie mobile. Et donc sur ce signal brut, ce qu'on voit, c'est que le signal, on va dire si on prend le mode de ce signal, il y a relativement peu de fluctuations, c'est assez plat, autour de moins 45 ici, et puis de temps en temps, il y a ce que je vous ai montré au tout début, c'est-à-dire des pics très très marqués, de plusieurs... donc en général, c'est de 10 à une vingtaine de dB, donc ça se voit vraiment, il n'y a pas de souci. Et quand on regarde ici, on a les données qui ont été recueillies par le pluviomètre qu'on avait installé sous le lien. D'accord ? Et donc ce qu'on voit bien déjà visuellement, avant de faire des statistiques un peu plus consolidées, c'est que chaque fois qu'il y a un pic de pluie enregistré par le pluviomètre, ça correspond bien aux fortes chutes du signal télécom. Donc c'est bien ce à quoi on s'attendait. Alors là, l'étage intermédiaire montre comment on va, nous, estimer la pluie et après pouvoir se comparer en termes de pluie avec le pluviomètre qui était sous le lien. Donc d'abord, il nous faut, dans ce signal, faire un traitement du signal, dans lequel je ne vais pas rentrer dans le détail de ce traitement du signal, mais qui nous permet d'éliminer les échos non liés à la pluie, enfin les variations de signal qui ne sont pas liées à la pluie, pour garder uniquement ce qu'on considère être l'atténuation par la pluie. D'accord ? Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé de longues années dans le domaine du radar météo, et dans le domaine du radar météo, l'atténuation du signal, c'est quelque chose qu'on connaît bien et sur lequel on travaille beaucoup. Donc on est habitué à transformer une atténuation micro-ondes en pluie. Et comme on a fait beaucoup d'études sur les pluies africaines, notamment dans le cadre du programme AMA, on a des outils justement théoriques et basés sur nos observations
notamment les observations de la granulométrie de la pluie, ce qu'on appelle la distribution granulométrique de la pluie, qui nous permettent de savoir par quelle formule on peut passer d'une atténuation à une intensité de pluie. Alors après avoir fait ça, on obtient le genre de résultat qu'on voit ici. Donc là, on a 2 mois de données, donc toujours pareil, en 2012. Et puis on voit les lignes représentent le cumul pluviométrique qui a été observé pendant ces 2 mois à Ouagadougou. En pointillé, on voit le cumul pluviométrique qui a été mesuré par le pluviomètre qui était sous le lien de téléphonie. Et en noir plein, on voit le cumul pluviométrique tel qu'il a été déduit par notre méthode, donc en s'appuyant uniquement sur les fluctuations des signaux de téléphonie. Alors, bon, déjà ce qu'on voit, et puis les chiffres le montrent, c'est que par exemple en termes de la corrélation de la série de pluies journalières, on est extrêmement fort. On est à 0,8 de R2, ça c'est un R2, donc c'est quand même très très intéressant. On voit aussi qu'en termes de biais cumulés sur les 2 mois, on n'est quand même pas mauvais. On a un biais de l'ordre de 10%, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, si on regarde évidemment jour à jour, on a des incertitudes. Alors une partie de ces incertitudes vient du fait qu'on compare quand même la pluie moyenne estimée le long d'un lien, d'accord ? Donc la pluie le long d'une ligne, qui en l'occurrence faisait 30 km, et un pluviomètre ponctuel. Donc même si notre estimation était parfaite, les 2 courbes ne seraient pas exactement collées à cause du fait qu'on échantillonne différemment la pluie. Mais en dehors de ça, il y a quand même des incertitudes qui sont dues, en particulier, la plus grande source d'incertitude de ce que nous avons trouvé, c'est justement passer de là à là. C'est-à-dire arriver à déterminer d'une manière aussi précise que possible la part des fluctuations qui n'est pas liée à la pluie, pour ne garder que la pluie. Okay. En tout cas, on voit clairement et le potentiel, mais le potentiel quantitatif de la méthode, c'est que là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, là, on voit les événements qui ont été, donc l'occurrence des événements vus par le pluviomètre. Et donc, on voit ici en rouge qu'on a un seul cas de fausse alarme sur 2 mois. Et puis, on voit qu'on a uniquement 3 cas de non-détection qui, en plus, correspondent vraiment à des très petits événements. Donc, en termes de détection de la pluie, et même de quantification de la pluie, au moins au niveau saisonnier et même au niveau journalier, la méthode est quand même extrêmement prometteuse. Ensuite, on peut se demander, mais est-ce que aussi on pourrait aller plus bas? Enfin, est-ce qu'on pourrait regarder la pluie avec une fréquence plus fine? Donc c'est ce qu'on a fait, parce que l'avantage en fait de cette information de téléphonie, c'est qu'en fait, si l'opérateur veut vraiment collaborer, on peut lui demander de nous envoyer l'information toutes les 5 minutes. Alors, on ne peut pas lui demander toutes les minutes parce qu'il ne faut pas non plus surcharger son réseau. Mais déjà, si on a une information toutes les 5 minutes, pour nous, c'est très intéressant en termes de météo. Pour eux, ce n'est pas très lourd. Et ça nous permet vraiment de voir la dynamique de l'événement pluvieux. Donc, c'est très intéressant. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, pour 2 événements particuliers de l'année 2012 qui ont été échantillonnés par notre lien, on voit ici donc le signal brut, ce qu'on appelle la baseline, donc le niveau de référence en fait. Donc on dit que ce qui est en dessous de ça n'est pas de la fluctuation météo, et ce qui est au-dessus de cette ligne sera considéré comme de l'atténuation météo. Et pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer ici, cette baseline, cette ligne de référence, elle peut fluctuer. D'accord. Donc c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on voit, donc ici on voit le résultat en termes de pluie, d'intensité pluvieuse au cours de l'événement, intensité pluvieuse qui a été restituée toutes les 5 minutes au cours de l'événement. Et donc là ce qu'on voit, toujours pareil en pointillé, c'est l'intensité pluvieuse telle qu'elle a été restituée par le pluviographe, avec son cumul associé, et l'intensité pluvieuse telle qu'elle a été restituée par le lien. Alors, bon, ce qu'on voit, c'est que évidemment les 2 courbes ne sont pas parfaitement identiques. Notamment, ce qu'on voit par le lien est un peu écrété par rapport au pluviographe, mais ça c'est normal,
puisqu'on compare une fois de plus un point à une valeur intégrée le long d'une ligne. Donc c'est quand même normal qu'on écrète le pic. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment parfaitement suivi la dynamique du front convectif. Donc ça, c'est quand même assez fantastique. On voit bien qu'en termes de dynamique, on est très bien, et que d'ailleurs, les corrélations sont très hautes sur ces deux événements. Donc on a échantillonné comme ça une douzaine de lignes de grains en 2012. Je vous laisserai les coordonnées des papiers qu'on a fait, parce que ça vous intéressera certainement de creuser et d'aller plus loin. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que, en plus de nous apporter une information sur la pluie, ça nous apporte quand même une information sur la pluie à une résolution temporelle particulièrement intéressante pour aller suivre des phénomènes forts comme l'augmentation des pluies convectives, qui sont quand même celles qui sont la source des inondations et des dégâts. Par contre, les pluies stratiformes qui suivent la partie convective, les pluies qui sont en dessous de 5 mm/h, la méthode ne permet pas de les détecter. Alors, ça dépend un peu, la manière dont on pourrait ou pas les détecter dépend de la fréquence d'opération du lien, du réseau, et de la distance entre les antennes. Mais là, en l'occurrence, on travaillait avec un lien qui opérait à la fréquence de 7 GHz et qui était quand même très long, 30 km, et on ne détecte pas les pluies en dessous de 5 mm/h. Mais comme je le disais, pour certaines applications, et notamment les problèmes d'inondation, ce qui compte, c'est quand même ces pluies convectives qui sont quand même celles qui causent le plus de dégâts. Alors, j'en profite aussi pour parler d'une chose qui est quand même très importante, c'est que cette information est extrêmement intéressante par ce qu'elle apporte. Elle est imparfaite, notamment parce qu'elle ne permet pas de mesurer les signaux les plus bas. Et je voudrais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas ici de proposer quelque chose pour remplacer les pluviomètres, ce n'est vraiment pas l'idée, mais c'est au contraire de voir comment cette information imparfaite, mais qui apporte quand même une information très intéressante sur la dynamique, et les pluviomètres, et le satellite. Enfin, l'idée, c'est de fusionner toutes les informations qui sont disponibles, et surtout pas de remplacer l'une par l'autre. Je veux que ce point soit clair pour tout le monde. Alors, suite à ces travaux à Ouagadougou, qui ont donc vraiment démontré qu'on pouvait quantifier la pluie avec cette méthode, donc on a publié ça dans un journal Geophysical Research Letters. Et puis, donc ça a eu pas mal de succès en fait, de ce papier, parce que tout le monde se pose la question de comment améliorer et augmenter les observations de pluie dans la zone tropicale en général et en Afrique en particulier. Donc c'est vrai que la presse internationale s'est pas mal emparée du sujet, notamment les Américains, mais bon voilà, il y a eu un article dans Courrier International, bref, dans différents journaux, parce qu'évidemment il est clair qu'il y a un gros besoin de mieux mesurer la pluie en Afrique, et que le fait de pouvoir la mesurer avec une infrastructure qui existe déjà, donc on n'a pas besoin d'investir, c'est évident que c'est très intéressant. On va aller chercher une information micro-ondes, on sait qu'elle est bien tombée à la pluie. Donc, il est évident que c'est très intéressant. Du coup, ce coup de pouce un peu de la presse nous a permis d'obtenir des financements qui nous ont permis d'organiser à Ouagadougou en mars 2015, le premier workshop international sur justement la mesure de pluie. À partir des réseaux de téléphonie mobile. Donc c'était très intéressant. Il y avait 18 pays qui étaient représentés, une centaine de personnes, des pays du Sud et du Nord qui étaient là, notamment les gens qui ont été pionniers sur ce genre de technique, en Hollande et en Israël, étaient là, parce qu'il y avait une partie colloque et une partie école, en fait une partie formation. Il y avait des gens de l'Agrimet d'ailleurs qui étaient là. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, non, ils ne sont pas là aujourd'hui, qui ont aussi trouvé que c'était vraiment très intéressant, que ce genre de technique pourrait intéresser Agrimet. Et suite à ces résultats, très prometteurs et quantifiés, et suite à l'intérêt que suscite la technique auprès de différents utilisateurs potentiels, alors les utilisateurs potentiels de ce genre de champs de pluie, si on pouvait les faire en Afrique, c'est le monde de la recherche, parce qu'évidemment, ce serait quand même très intéressant d'avoir dans différents pays d'Afrique une information fine
sur la variabilité spatio-temporelle de la pluie à différents endroits, d'autant plus qu'on est dans un contexte, je l'ai rappelé en tout début, de changement climatique où on se pose des questions sur l'intensification possible des précipitations, ce genre de choses, d'augmentation du risque d'inondation. Les autres utilisateurs potentiels, c'est évidemment les services opérationnels, que ce soit les services météo, les services d'alerte précoce, et puis après les gens qui sont chargés de la sécurité des populations, d'où la présence ici de nos collègues de la protection civile, parce que c'est évident que ce genre d'information, si on pouvait l'obtenir, aurait un impact immédiat sur les problèmes de la prévision d'inondation dans un certain nombre de villes africaines. Donc l'idée, après avoir démontré que ça marchait sur un site pilote à Ouagadougou où on avait un seul lien instrumenté, c'est maintenant de démontrer et d'essayer de développer ça pour suivre les pluies et les risques associés aux pluies à l'échelle d'une ville, par exemple. Alors, la ville, c'est particulièrement pertinent parce qu'en ville, les réseaux de téléphonie sont très denses, donc on a beaucoup d'informations. Mais aussi, ça peut être intéressant à l'échelle d'un pays, en particulier si on arrive à combiner cette information avec une autre information, comme les pluviomètres ou comme le satellite. Et puis, évidemment, à l'échelle du bassin de grands fleuves, où ce serait très intéressant de faire ceci. Toujours pareil, si on parle d'une échelle régionale comme l'échelle des grands fleuves, il faut combiner l'information téléphonie avec d'autres informations qui sont disponibles. Parce que l'information de téléphonie est surtout disponible dans les villes et le long des grands axes routiers. Elle n'est pas disponible partout. Donc l'idée de la phase 2, c'est d'arriver à collecter les informations, à centraliser les informations sur l'ensemble du réseau de téléphonie, par exemple à l'échelle d'une ville, de préférence avoir cette information en temps réel pour pouvoir générer des champs de pluie donc bidimensionnels et très rapides en termes de fréquence à l'échelle d'une ville en temps réel. Donc on a actuellement, suite au succès de notre premier test à Ouagadougou, la Banque mondiale a décidé de nous donner un petit coup de pouce pour nous aider à mettre en place un test pilote, de démontrer qu'on pouvait aller jusqu'au système d'alerte précoce. Si on était capable de récupérer ce genre d'informations en temps réel, de la mettre dans un modèle hydrologique urbain, un modèle de prévision d'inondation, et ensuite de distribuer cette information aux autorités via un site web, voire éventuellement des applis mobiles. Voilà. Donc ce test pilote, pour l'instant, la Banque mondiale nous finance pour le faire à Ouagadougou et à Bamako. À Ouagadougou, parce qu'on a déjà commencé à travailler à Ouagadougou, et à Bamako, parce qu'il se trouve que c'est un fonds de recherche coréen qui souhaitait travailler au Mali. Bon. Mais comme je le disais, moi je pense que ce serait très intéressant de faire un test pilote à Niamey. Surtout quand on voit la densité d'antennes à Niamey et les problèmes d'inondation à Niamey, ça se justifierait tout à fait si des gens à Niamey ont envie évidemment de prendre en charge, de nous aider à développer le projet. Moi je peux accompagner, mais je ne peux pas évidemment être ici en permanence pour suivre le développement du projet. Voilà, donc l'idée, c'est de construire, dans le cadre de ce projet pilote Alerte Inondation, un système qui permette de collecter les données d'un opérateur en temps réel, les traiter, faire des cartes, et ensuite que ces cartes de pluie enrichissent des bases de données sur la pluie, évidemment, mais aussi en opérationnel, permettent de diffuser des alertes inondations. Voilà, donc du coup, comme je le disais, il y a un projet de démonstrateur qui est soutenu actuellement par la Banque mondiale, et ce qu'on va faire dans ce cadre-là, c'est développer un produit, enfin un outil en 4 modules qui permettent d'aller du recueil de l'information brute à un module d'affichage et de diffusion du risque inondation auprès des autorités ou de tout utilisateur qui souhaiterait les utiliser. Donc le module numéro 1 fait ce que je vous ai présenté au début, c'est-à-dire il collecte l'information brute et surtout il la centralise en temps réel. Alors ce module, évidemment, ne peut se développer qu'avec une collaboration avec des opérateurs. Donc actuellement,
L'opérateur qui travaille avec nous au Burkina Faso, c'est Télécel Faso, un opérateur local. Mais là, j'ai rencontré il y a 15 jours Orange, la compagnie française. Donc, je suis allée au siège social à Paris pour justement discuter avec eux, pour essayer d'avoir un accord de principe pour pouvoir développer à l'échelle régionale. Enfin, ne pas être obligé d'aller dans chaque pays, négocier avec Orange, etc. Donc, ils sont plutôt positifs. Ils sont en train d'instruire le dossier en interne pour déjà juger de la faisabilité technique de est-ce que très rapidement ils peuvent ou pas nous mettre à disposition ces données. En tout cas, comme ils sont bien implémentés au Mali, on compte sur eux pour la partie Bamako de notre projet de démonstrateur. Et une fois qu'on aura travaillé avec eux à Bamako, il est évident qu'on pourrait travailler avec eux dans tous les pays et dans toutes les villes où ils sont bien implantés, et notamment au Niger. Donc ensuite, le module 2 s'occupe de réaliser les cartes de pluie bidimensionnelles sur la ville en temps réel. Ensuite, le module 3 qu'on développe avec des collègues de l'IRD qui sont à Montpellier, qui sont des spécialistes de la modélisation, c'est arriver à avoir un modèle d'inondation à l'échelle urbaine. Donc pour ça, on a besoin d'un certain nombre d'informations sur la ville, sur l'organisation des réseaux routiers, des réseaux de drainage, etc. Donc on utilise aussi la télédétection spatiale, l'imagerie visible, pour nourrir le modèle hydrologique en lui fournissant des informations sur où est le bâti, où sont les arbres, etc., afin que le modèle hydrologique puisse déterminer les chemins de l'eau et transformer la pluie en ruissellement et en risque d'inondation. Et enfin, le quatrième module, et qui est vraiment l'objectif principal, qui serait l'aboutissement du projet, c'est d'avoir, en fait, le module 4, il affiche et il diffuse en temps réel auprès des autorités et de tout autre utilisateur intéressé des cartes du risque d'inondation. Il peut aussi, en fait, faire un archivage géolocalisé pour des statistiques ultérieures, pour revisiter des événements, mieux les comprendre, etc. Parce qu'on apprend beaucoup du passé en termes de ces événements extrêmes, et donc c'est important de bien collecter l'information sur ces événements pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, les rejouer, etc. Donc pour l'instant, ce module-là, tout est en développement actuel, hein, puisqu'on est en train de développer le pilote, en fait. Ce n'est pas opérationnel. Mais l'idée, ce serait d'avoir sur un site web et sur une application mobile, en fait, en temps réel, au-dessus de la ville, en fait, l'imagerie du système pluvieux qui se déplace au-dessus de la ville, et puis aussi des cartes avec un risque d'inondation. Et autour de ces pilotes, donc de ces démonstrateurs pilotes de Bamako et Ouagadougou, on fera, en fait, avec la Banque mondiale, une réunion de lancement fin avril, début mai, dans ces deux villes. Et bon, voilà, ça pourrait être l'occasion de discuter aussi avec nos sponsors, justement, du fait qu'il y a d'autres villes africaines où ça pourrait être développé, et en particulier Niamey. Voilà. Donc sur ce, donc ça c'est la photo de famille du premier workshop qu'on avait fait à Ouagadougou, et on s'est donc mis sous l'antenne Télécel qui nous avait fourni les données. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie de votre attention. La première question, c'est les relations que vous allez être amenés à tisser avec les fournisseurs. L'opérateur de téléphone. Parce que nous, au centre Agrimet, on a implémenté un modèle de collecte d'informations, enfin d'envoi d'informations en utilisant la téléphonie cellulaire, et je vous avoue que ça n'a pas été facile avec les opérateurs. On a dû transiger, faire des contrats assez lourds. Le produit est là, il marche, on transmet les informations avec la téléphonie cellulaire, mais ça nous a coûté un certain nombre, non seulement financièrement, mais avec des barrières contractuelles très fortes. Ces sociétés ne sont pas des sociétés philanthropiques, donc c'est sûr que dès qu'elles font un produit, elles vont protéger. Donc la première question, comment vous allez gérer cette partie? Et deuxième question, un peu plus peut-être thématique, vu que le modèle ne collecte pas les données en deçà de 5 mm, c'est ce que vous avez dit, je crois. Oui, donc on sait que ce n'est pas les 5 mm qui vont créer une inondation, mais le cumul de 5 mm peut engendrer
quelque chose. Peut-être que je n'ai pas très bien compris. Il faudrait nous expliquer cette partie de limitation de la borne inférieure et nous parler de la borne supérieure. Jusqu'à quel niveau est-ce que le capteur peut prendre? Voilà, merci. En fait, idéalement, il faudrait qu'on ait des liens à 17 GHz, 20 GHz, ce qui est le cas en général en ville. Là, il se trouve qu'ils nous ont donné un lien qui était plutôt rural et qui était à 7 GHz. Bon, on n'a pas fait les difficiles, on l'a pris parce que c'était intéressant. Alors même dans ce cas-là, qui est quand même le cas le pire, je pense, qu'on peut trouver, en termes de borne inférieure, effectivement, c'est pas 5 mm, c'est 5 mm/h. C'est qu'on ne peut pas mesurer les pluies d'intensité inférieure à 5 mm/h. Oups. Voilà. Donc c'est pas qu'on ne peut pas mesurer 5 mm. Donc en fait, au final, par exemple, on a fait des statistiques en fait, et on trouve que sur un événement moyen, en moyenne, sur parce qu'on a fait des statistiques avec les pluviographes d'Amakach, on avait des détournements avec différents appareils, et ce qu'on trouve, c'est que sur une ligne de grain moyenne, en fait, la proportion de ces pluies faibles, relativement faible, elle est de 15% en termes de cumul. Donc voilà, donc c'est pas qu'on ne peut pas mesurer 5 plus 5 plus 5. C'est vraiment, du coup, c'est cette petite proportion qui représente en général le faible cumul pluviométrique qu'on ne peut pas mesurer avec des liens aussi faibles en fréquence que celui que j'ai mentionné là. Voilà. Alors, pour ce qui est de la bande supérieure, normalement, les opérateurs de téléphonie configurent justement leur réseau pour ne pas perdre de signal. Parce qu'effectivement, ce qui pourrait arriver, alors ça arrive avec le radar météo, c'est que parfois la pluie est tellement forte qu'on est, c'est pas de l'atténuation qu'on a, c'est de l'extinction du signal. C'est-à-dire que le signal ne revient pas parce qu'il a été complètement absorbé par la pluie. Mais justement, les sociétés de télécommunications ont quand même des statistiques sur la pluie. Les gens des télécoms ont des statistiques sur la pluie et s'arrangent pour configurer leur réseau de façon à ne pas prendre le risque de perdre du signal. Parce que pour eux, s'ils perdent le signal, le client va aller à l'opérateur à côté. Donc ils ont tendance, au contraire, à pousser à avoir des puissances élevées en termes de côté humain. Le problème, c'est plutôt à la puissance, des puissances fortes. Et que ce serait peut-être mieux qu'elle soit plus faible. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, en ce qui concerne le problème que vous avez mentionné de quel est le partenariat qu'on peut proposer aux opérateurs, en ce qui concerne le Ouagadougou, en fait, c'est un opérateur national, un petit opérateur national, à qui ça ne coûte pas grand-chose, en fait, de mettre à disposition les données, pour qui, en termes d'image, c'est extrêmement valorisant, et qui, je pense, se sent un peu concerné, parce que c'est sa ville, que les inondations, ça le concerne. Donc là, jusqu'ici, on va voir comment sur la durée ça se concrétise, mais jusqu'ici, ça a été plutôt du don. Voilà. Jusqu'ici, on va voir, parce qu'on était en mode recherche, là, donc on va voir comment ça passe. Alors, en ce qui concerne, effectivement, et c'est le problème qu'ont tous les gens qui se sont intéressés à la question, que ce soit les Hollandais, les Israéliens qui ont essayé de travailler là-dessus, c'est qu'effectivement, les opérateurs, ce n'est pas des philanthropes, même si parfois ils se présentent comme tels. Donc, il faut les intéresser. Donc là, c'est pour ça que la discussion avec Orange était très intéressante, c'est qu'ils ont quand même des programmes, ce qu'ils appellent la responsabilité sociétale de l'entreprise, où ils aiment quand même bien montrer qu'ils font des projets pour les populations, etc. Donc, le côté participer à des systèmes d'alerte précoce, ça les intéresse. Mais effectivement, c'est posé avec eux la question de quel surcoût il va y avoir pour eux et qui pourrait l'absorber. Alors, ce qu'il y a, c'est que le surcoût, il est que initial. C'est que peut-être qu'il va falloir qu'Orange change certains paramètres de leur licence pour pouvoir nous envoyer les informations en temps réel. Mais ça, ce sera juste un one-shot, comme on dit, quoi. Ce sera juste un surcoût initial. Ensuite, mettre à disposition l'information, ça leur coûte peut-être un ordinateur. Parce qu'une fois que le flux est là, ça ne leur coûte rien. Donc, le vrai coût pour eux, à part le coût initial, il est zéro. Donc après, c'est une question de volonté, surtout s'ils s'engagent à donner un flux en temps réel. Bon, il faudra quand même qu'ils fassent en sorte qu'effectivement le flux arrive en temps réel. Mais franchement, c'est minime. Voilà. Donc je pense qu'il y a deux choses en fait. Il y a le côté image, et ensuite c'est que je pense que si des produits de ce genre sont vraiment disponibles, si un produit brut de pluie
est disponible, ensuite peuvent se développer des services derrière. Là, ce que je leur disais, c'est que il est évident que les services météo, etc., tout ce qui est système d'alerte devrait avoir les données gratuitement ou à coût réduit. Mais ensuite, si des opérateurs privés comme des sociétés minières ou des sociétés de transport veulent avoir un service personnalisé, ben on pourrait très bien dire que Orange peut développer un service payant ou des sociétés, je sais pas, des PME ou des startups incubées par Orange pourraient développer des services et Orange pourrait se rémunérer sur le long terme par des services à forte valeur ajoutée. Mais ils ont conscience qu'il faudra qu'ils donnent les données ou qu'ils les fournissent à un coût quasi zéro aux services météo et au système d'alerte. Sinon, leur image en prendra un coup. Voilà. Mais c'est une question, une excellente question, parce que c'est le nœud du problème, effectivement. Donc cette présentation s'intitule l'hydrométrie des grands bassins tropicaux par altimétrie et je vais surtout essayer de vous montrer comment on en arrive à proposer de mesurer les hauteurs d'eau et les débits dans les bassins tropicaux à partir de satellites. Comment on a pu en arriver là? C'est toute une histoire qui est assez longue et qui en fait est assez intéressante parce que c'est un peu le même processus que pour le GPS où on va partir d'un instrument qui a été développé pour des besoins militaires et qui, malgré tout, pourrait rendre de grands services à la société en général. Parce qu'un satellite altimétrique, en fait, c'est une technologie qui a été issue de la guerre froide à un moment où les grandes questions super intéressantes que les gens se posaient, c'était de savoir comment est-ce que je pourrais bien faire pour envoyer avec précision un missile d'un continent à l'autre, et donc en particulier en passant au-dessus des océans, ou cacher des sous-marins dans l'océan sans que les autres puissent les repérer. Et la réponse à ces deux questions, en fait, passe par la cartographie de la surface de la mer. Pourquoi? Parce que la surface de la mer, étant un liquide, je vais vous passer tous les détails techniques et mathématiques, mais quelque part, elle suit les variations de gravité. Et si vous voulez pouvoir envoyer un missile et être sûr qu'il tombera à peu près au bon endroit, dans la trajectoire du satellite, vous avez besoin de tenir compte de toutes les variations, les petites variations du champ de gravité, cette force qui fait le poids que l'on connaît bien. Donc toutes ces variations du champ de gravité, du point de départ jusqu'au point d'arrivée. Et donc, un bon moyen de mesurer ce champ de gravité, c'est de mesurer toutes les petites variations de la surface moyenne de la mer. Et de la même façon, la structuration de l'océan, qui va vous permettre de cacher un sous-marin, peut se retrouver dans la surface de la mer, qui sont liées aux variations de salinité, aux variations de température et tout ça. Tout ça, ça fait des petites ondulations sur la surface de la mer, et donc qui intéressent beaucoup les modélisateurs, et en particulier pour les besoins militaires. Et donc, ce que les gens ils ont commencé par faire, c'est se dire le bon moyen qu'on va faire pour cartographier cette surface de la mer, c'est qu'on va envoyer un satellite sur le principe suivant. Vous avez un satellite donc, qui va tourner autour de la Terre sur son orbite. Vous allez mettre à bord du satellite un radar. Et ce que va faire le radar, très schématiquement, c'est qu'il va envoyer une impulsion donc, vers la Terre. Donc, et on va mesurer le temps aller-retour de cette impulsion. Quand vous avez mesuré ce temps aller-retour, vous avez donc la distance entre le radar, le satellite et la surface. Vous soustrayez la hauteur du satellite à cette mesure et il vous reste simplement la hauteur. Alors je suis désolé, je ne sais pas si ça marche. Oui, il va vous rester tout simplement la hauteur de la mer par rapport à votre terre de référence et toutes ces variations de la hauteur de la mer qui était l'objectif, dont une partie de ces variations est, je vous l'ai dit, au champ de gravité et l'autre partie est liée à la structuration de l'océan. Donc, et l'avantage d'un satellite, bien évidemment, pour faire des mesures par rapport au fait d'envoyer des bateaux, parce qu'à la limite, on aurait pu le faire aussi par des bateaux, c'est qu'un satellite, ça fait le tour de la Terre typiquement en 1 heure, et que en quelques jours, là 35 jours pour cet exemple pour l'exemple de cette mission, en 35 jours vous allez pouvoir couvrir l'ensemble de la Terre. Et donc vous imaginez bien que sur 1 an, 2 ans ou 3 ans de mission satellitaire, vous allez pouvoir en fait cartographier de façon très très précise la surface des océans. Donc, et voilà, par exemple, donc si vous faites sur plusieurs années de mesures, vous faites la moyenne, ce qui vous permet de retirer les effets des marées, les effets du vent, les effets, tous ces effets qui font varier très rapidement la mer. Vous en gardez la moyenne et ça vous donne cette carte avec un code de
qui vous montre les variations donc, de la hauteur de la surface de la mer. Hein. Je vous rappelle, on a toujours l'impression de dire la mer c'est plat. Du tout, la mer c'est pas plat. D'abord, au premier ordre, bien évidemment, c'est rond, puisque la Terre est ronde. Hein. Si on regarde un peu plus finement, c'est aplati au pôle, puisque la Terre est aplatie au pôle. Et si on regarde à grande échelle, à l'échelle de la dizaine de milliers de kilomètres, vous avez des grands trous, comme ici au sud de l'Inde, un trou qui fait une centaine de mètres. Hein, ou des grandes bosses qui font à peu près 80 mètres, comme ici au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou dans l'Atlantique Nord. Et si on rentre encore un petit peu plus, qu'on regarde à plus petite échelle, vous allez voir par exemple ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, vous avez l'île d'Hawaï, hein, et vous voyez des tas d'autres petits points. Hein, vous voyez par exemple ici au milieu du Pacifique, on voit des tas de petits quand on rentre dans les détails. Et ces structures, alors c'est là où les choses commencent à être intéressantes, parce que c'est là où il commence à y avoir le détournement de données, le hacking en fait de ces données qui étaient au départ prévues pour des besoins militaires. C'est qu'il y a des scientifiques qui se sont dit, bah tiens, c'est intéressant parce que toutes ces petites structures, en fait, ce que ça représente, c'est les variations du fond marin. Hein. Pareil, je vous passe les maths, mais en gros, quand vous avez une bosse qui est typiquement un volcan sous-marin, une bosse dans le fond de la mer, cette bosse va attirer l'eau autour d'elle, hein, ce n'est pas un effet de compression, c'est un effet d'attraction, on parle de gravité, va attirer l'eau autour d'elle et du coup va créer une petite bosse. Ce que nous a fourni le satellite, c'est cette bosse de la mer. Ce que les gens ils ont fait, ils ont dit, bah, je vais inverser le problème, j'ai la bosse de la mer à la surface, moi je vais calculer le fond de la mer avec ça. Et sachant qu'il ne faut pas oublier que c'est comme pour tous les autres systèmes d'observation, on ne connaît que 10% de la surface du fond des océans. Hein. On connaît bien mieux la surface de la Lune ou la surface de Mars que la surface de la Terre. Seulement 10% des océans sont cartographiés par les bateaux. Plus personne ne veut payer des missions bateaux pour cartographier les fonds océaniques. Et donc, grâce aux satellites, on a pu obtenir des cartes des fonds océaniques qui sont à peu près, alors qui n'ont pas forcément la précision d'une mesure faite sur le terrain par un bateau, mais qui permettent au moins d'avoir une vision synoptique et globale de la structure des fonds marins. Donc ça, c'est le premier détournement de données qui a été fait à partir de ça. Le deuxième, qui a été un résultat qui maintenant est d'une importance très grande, c'est que les gens ils ont dit, OK, on a fait une valeur moyenne, ça a donné ces cartes de fonds marins, et maintenant, si on regardait comment a évolué ce niveau marin, je prends la moyenne sur la première année, la deuxième année, la troisième année, année par année, comme ça, et c'est un résultat que maintenant, qui est très connu maintenant, c'est que ces satellites altimétriques ont révélé la montée du niveau des mers. Hein, et on sait, quand on fait la mesure donc, globale de la hauteur de la mer sur l'ensemble de la Terre année par année, on voit que ça monte à peu près de 3 à 4 mm par an. Hein, donc ça, c'est un résultat qui a maintenant un impact essentiel avec toute la prise de conscience sur les problèmes du changement climatique. Un autre résultat toujours lié à ces questions du changement climatique, bien sûr, c'est que ça a permis de cartographier des zones sur lesquelles, là, c'est même pas une question de bonne ou de mauvaise volonté, mais il est très difficile d'aller faire des mesures in situ. C'est par exemple les calottes polaires, comme l'Antarctique. Et donc, grâce à l'altimétrie, maintenant, on peut faire des mesures de la topographie de l'océan. C'est-à-dire qu'un instrument qui était au départ prévu pour cartographier l'eau liquide, Marianne a beaucoup présenté les problèmes d'interaction entre les ondes électromagnétiques des radars et tout ça avec l'eau liquide, mais en fait on arrive, en tripotant un petit peu les données, on arrive aussi à cartographier l'eau solide, la glace, et voilà un exemple donc, de la topographie de l'Antarctique. Bon, j'ai pas de figure à vous présenter, mais de la même façon que pour la mer, on est capable aussi de faire une carte et de voir si comment l'Antarctique va perdre ou gagner de la masse de glace, comment la fonte des glaciers se fait essentiellement maintenant par altimétrie satellitaire. Et donc là, on va arriver un peu à ce qui était ce que vous attendiez, parce que jusque-là, vous dites, mais où est-ce qu'il veut en venir? Il nous parle de tout sauf des rivières. Et le dernier point, c'est que récemment, donc cette histoire que je vous ai présentée, elle a commencé dans les années 60, en fait, c'est pour ça que je dis que c'était issu de la guerre froide. Ça a commencé dans les années 60, et donc il y a eu pendant 30 ans, une trentaine d'années, des développements comme ça. Je vous ai présenté la cartographie des fonds marins, la montée du niveau des mers, la cartographie des océans. Et depuis une quinzaine d'années, les gens se sont dit, mais après tout, ces satellites, bon, c'est clair, ils passent le 2 tiers de leur temps sur les océans, puisque la Terre est couverte aux 2 tiers par la surface océanique, mais il reste 1 tiers du temps, il est sur les continents, et on pourrait peut-être aussi en faire quelque chose de ces données-là. Après tout, personne n'a regardé. Et donc les gens ont commencé à regarder ces données. Et sur un exemple comme celui-là, donc où j'ai pris l'exemple sur le bassin du Niger, vous voyez que ces traits bleus, donc c'est l'orbite de mon satellite. Cette mission-là, c'est l'exemple d'une mission européenne, donc où le satellite va faire
va couvrir tout ce réseau-là tous les 35 jours. Ce qui veut dire que donc, il va revenir tous les 35 jours, il reviendra exactement au même endroit. Hein. Et d'un jour à l'autre, il va faire un jour, il va parcourir cette trace-là, il va aller jusqu'au pôle, il va redescendre, il va parcourir une autre trace, il descend jusqu'au pôle, il remonte et ainsi de suite. Et tout ce réseau-là sera couvert au niveau de la Terre entière tous les 35 jours. Et chaque 35 jours, il va revenir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc là, vous voyez, j'ai noté par tous ces petits points bleus, c'est à chaque fois qu'il passe au-dessus de la rivière. Hein, la ligne, le trait bleu clair, c'est un dessin tout simplement du Niger lui-même et de son grand affluent, là, Benoué. J'espère que je ne fais pas d'erreur sur le nom. Je ne suis pas encore spécialisé à Lyon. Et les petits carrés, les petits rectangles gris ici, ce sont les points de mesure de l'ABN. Donc les points de mesure au sol qui existent déjà et donc que l'on pourrait compléter donc, par les satellites avec à chaque fois que le satellite va passer au-dessus du fleuve, on récupère la mesure qu'il a prise, comme c'était prévu pour les océans. Simplement, en fait, quand il passe au-dessus d'une rivière, on fait aussi bien évidemment au-dessus d'un lac, au-dessus d'un réservoir de barrage, tout ça. Chaque fois que le satellite passe au-dessus d'un plan d'eau, ils sont capables de récupérer la mesure et obtenir donc une valeur de la hauteur de l'eau. Et donc, bien, ce que vous voyez, ce qui est intéressant, et c'est donc ce qui a motivé ma venue ici pour discuter avec les services de l'ABN, c'est que l'on pourrait combiner cette technique de collecte d'informations, de collecte de mesures sur le bassin, avec les mesures, bien évidemment, qui sont collectées in situ par l'agence. Et alors, bon, je vous ai dit que l'exemple que je vous ai donné, c'est que c'était un satellite qui faisait donc qui couvrait son réseau avec ce qu'on appelle une répétitivité de 35 jours. Donc, ça ne fait pas beaucoup. 35 jours, enfin, on est habitué à avoir des mesures quotidiennes plutôt pour les niveaux d'eau, des choses comme ça. Les besoins sociétaux sont plutôt à cette échelle de temps. Alors, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a des satellites comme ça, il y en a pas mal qui sont en vol, il y a au moins 4 ou 5 qui sont en vol en même temps. Des satellites à activité pour des besoins maintenant qui sont sociétaux. On est passé de missions purement militaires à des missions plus scientifiques et sociétales, et en particulier à des missions avec des objectifs opérationnels, dans le cadre du grand projet de l'Union européenne qui s'appelle Copernicus, qui va lancer vraiment ces satellites-là pour des problèmes, des besoins opérationnels, que ce soit en océanographie ou même donc maintenant en hydrologie. Donc il y a plusieurs missions, chaque mission a son orbite. Et donc va couper le fleuve à des endroits différents. Donc vous voyez, ici c'est le code de couleur, il y a une mission qui va être représentée ici par tous les petits points rouges, une autre par les points verts, une autre par les points bleus, ils sont cachés, on ne les voit pas. Bon. Et donc vous voyez que grâce à tous ces satellites, en fait ce que l'on va avoir, c'est que l'on va avoir un échantillonnage extrêmement dense en termes spatial le long de la rivière. Chaque mission couvre assez peu en termes temporels. C'est une mission qui va être tous les 10 jours, une autre c'est tous les 27 jours, une autre tous les 35 jours. Mais par contre, on a énormément de points de mesure. Et donc, ce qu'il va falloir, justement, c'est encore une fois, ce qui est intéressant pour combiner les données satellitaires avec les données in situ, c'est qu'on peut, par contre, compenser le mauvais échantillonnage temporel, une semaine, 15 jours, voire un mois, par un excellent échantillonnage spatial. Et c'est là où on voit bien que l'on va pouvoir faire que 1 plus 1, ça fait 3. Si on combine, si on prend d'un côté les données in situ, de l'autre côté les données satellitaires, pour obtenir quelque chose qui fait beaucoup plus que la somme des deux. Parce qu'ici, en fait, on a beaucoup de mesures tout le long des fleuves. Par contre, bon, on n'en a pas beaucoup à chaque endroit. Donc, ça c'est juste pour vous donner un petit exemple, parce que je voulais quand même vous montrer un exemple de figure. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps, puisque justement on vient pour commencer le travail. On n'a pas eu le temps encore de traiter les données sur le bassin du Niger. Je vous montre un exemple sur le bassin du Congo, sur une petite rivière qui est très en amont, tout en haut du Haut-Congo. Et c'est un cas qui est intéressant parce qu'il y a un endroit, il y a deux orbites du satellite qui se croisent le même jour. Et donc on peut regarder les données que l'on a avec un passage, les données que l'on a sur l'autre passage, et comme c'est le même jour, normalement ça doit donner à peu près la même hauteur d'eau. C'est une façon de valider, parce que contrairement au bassin du Niger qui est, grâce à l'ABN, qui est maintenant qui continue à être très bien instrumenté, le problème que l'on a sur le bassin du Congo, c'est qu'il n'y a quasiment plus un seul instrument, sachant que le bassin du Congo est quand même le 2e plus grand bassin du monde.
Hein, il n'y a plus que 2 points de mesure sur le 2e plus grand bassin du monde. C'est une catastrophe. Marielle parlait du problème de la baisse des données en météo, mais en hydrologie, tout le monde se gauche sur oh, l'eau, c'est une ressource mondiale, tout le monde a besoin d'eau. La baisse des données hydrologiques au niveau mondial, et c'est même pas qu'une question de pays riches, pays pauvres, hein, c'est partout pareil, plus personne ne veut payer pour avoir des mesures. Hein. Pensez à ça, le 2e plus grand bassin du monde, il y a 2 points de mesure. Un bassin qui, s'il était proprement instrumenté, pourrait avoir un potentiel économique gigantesque. Hein. Donc voilà, ça c'est juste la petite parenthèse, hein, pour vous montrer, donc pour vous donner un exemple de ce que l'on peut faire. Donc là, vous voyez, c'est une série sur 6-7 ans, faite donc à 2 moments différents. Les points gris, c'est un passage du satellite. Les points noirs, c'est l'autre passage. Chaque fois, entre un point gris et un point noir, donc ils sont le même jour. Et on calcule l'erreur qu'il y a en supposant que chaque point gris devrait être égal à chaque point noir. Et on trouve ce qu'on appelle l'écart quadratique moyen, bon, peu importe, une erreur moyenne de 28 cm. Pour vous donner un peu une idée donc, de la précision avec laquelle on est capable de travailler. N'oubliez pas que le satellite, il est quand même à 1000 km d'altitude. Hein, qu'il a été prévu pour travailler sur les océans, c'est-à-dire un endroit où il n'y a que de l'eau, c'est un milieu homogène, il n'y a pas de souci, tout va bien. Là, on est dans une petite rivière au fin fond de la forêt du bassin du Congo, à 1000 km d'altitude, et on arrive à avoir une erreur moyenne sur la mesure de la hauteur d'eau entre 25 et 30 cm. Donc c'est quand même pas si mal. Et donc là, c'est un exemple sur le bassin amazonien sur lequel on a beaucoup travaillé. Et à partir de l'ensemble de ces données, vous voyez qu'en fait, on est capable de faire un peu un état de la ressource de l'eau. En rouge, c'est quand vous avez un excès d'eau. En bleu, quand vous avez un déficit d'eau. Et donc vous voyez bien la propagation, hein, des étiages et des crues dans le bassin, donc sur 6 ou 7 ans. Chaque apparition de petits carrés, c'est une mesure, hein. Et voilà, donc vous voyez ici, il y a eu cette grande crue, hein, de 2009 que vous avez pu voir en rouge. Bon, je ne le repasse pas parce que, pas la peine, s'il y en a que ça amuse, je pourrais le repasser après. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on est capable donc d'assurer le suivi des grands fleuves. Voilà. Alors, maintenant, les services techniques et les chercheurs sont des gens qui sont jamais satisfaits. C'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours aller plus loin. Et donc on vient, on leur dit, bah voilà, regardez toutes ces super mesures de hauteur qu'on est capable de vous fournir. Et ils disent, bah ouais, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est pas des hauteurs, c'est des débits. Parce que ce qui intéresse, c'est la quantité d'eau qui passe. C'est pas uniquement de savoir à la hauteur, à part dans le cas particulier où on va s'intéresser aux inondations. Mais globalement, pour ce dont les gens ils ont besoin, c'est de savoir combien il y a d'eau qui coule. Et donc, les gens, ils voudraient des données de débit. Le problème, c'est qu'en plus, les données de débit, c'est quand même pas toujours facile, hein, à faire. Et là, je voudrais rendre hommage donc aux collègues, hein, qui font ce travail, hein, parce qu'il faut quand même... bon. Et donc, alors, des mesures de débit par satellite, ça, on ne sait pas faire. Hein. Ça, il faut être honnête, là, on ne sait pas faire. Par contre, ce que l'on sait faire, c'est qu'on peut les simuler. Et en particulier, en utilisant, donc ce sur quoi Marielle travaille beaucoup, mais qu'elle ne vous a pas présenté aujourd'hui, c'est qu'il y a maintenant tout un système, tout un ensemble de satellites qui sont capables de fournir des estimations de la pluie. Et donc ce que l'on fait, c'est que l'on prend ces estimations de la pluie, qui sont encore une fois souvent des produits qui vont combiner les mesures de satellite avec les réseaux in situ. On va prendre ces mesures de pluie, on va les rentrer dans un modèle qui s'appelle justement un modèle pluie-débit, hein, modèle qui va donc utiliser le réseau de drainage, qui va utiliser la couverture, quel type de végétation il y a, quel type de sol il y a, et ainsi de suite, et qui va donc faire couler l'eau d'une certaine façon. Il prend la pluie, il va faire couler l'eau, et il va vous dire à la sortie quel est le débit de l'eau dans vos rivières. Et alors à ce moment-là, une fois que vous avez fait tourner ce genre de modèle sur chaque grand bassin, vous allez établir des relations que l'on appelle des courbes de tarage, qui vont être la relation en fait entre la hauteur de l'eau que vous avez à un endroit donné et le débit, puisque vous avez simulé le débit tous les jours. Maintenant, vous avez des mesures de hauteur d'eau tel jour à tel endroit. Hein, bah vous faites simplement la relation entre les deux. Et une fois que vous avez établi cette relation à un endroit donné, donc ça vous permet de convertir. Chaque fois que vous avez une mesure de hauteur, hein, les mesures de hauteur par satellite, comme je vous ai présenté, elles arrivent tous les jours, hein, et elles sont données avec un jour ou deux de délai. Donc vous les avez relativement rapidement. Hein, vous êtes capable de les convertir en une estimation de débit. Donc assez rapidement, en fait, on est capable d'avoir des mesures de débit, même dans des endroits très reculés d'un bassin, dans des endroits où, éventuellement, par exemple, il n'est plus possible d'aller et de faire des mesures.
Voilà. Et donc cette figure-là, c'était pour vous montrer un petit peu l'évolution donc de la qualité de la technique. Hein. Ça, vous avez ici en courbe rouge, c'est sur une rivière du bassin amazonien, ça n'a pas tellement d'importance. La courbe rouge, c'est les valeurs de débit telles qu'elles ont été observées donc, par les mesures in situ. Et les petits points verts, bleus que vous avez là, c'est les mesures qui sont obtenues donc, par cette méthode de combiner un modèle des pluies satellitaires et l'altimétrie satellitaire. Donc vous voyez qu'au début, c'est des vieilles missions satellitaires, ce n'était pas encore très très précis, il y a pas mal de points qui sont faux, mais maintenant, depuis à peu près la fin des années 2000 et le début des années 2010, on a des mesures qui sont extrêmes. On est capable de faire des prédictions de débit qui sont vraiment très très précises. Voilà. Hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais Marielle l'a dit aussi. Hein, vraiment, on insiste beaucoup là-dessus parce que le message a un peu de mal à passer. L'objectif de proposer des méthodes par satellite ou par d'autres techniques, peu importe, n'est jamais de remplacer les systèmes d'observation in situ. Hein, les systèmes d'observation in situ ont, pour des tas de raisons, ne serait-ce que, par exemple, un truc tout bête, c'est que les erreurs dans les données satellitaires sont différentes des erreurs dans les données in situ, et c'est super important de pouvoir confronter deux sources d'informations, deux sources de mesures qui ont des schémas d'erreurs qui sont très différents. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre qu'il y a des erreurs. Hein. Si vous n'avez pas moyen de confronter des données différentes, vous n'êtes pas capable d'évaluer quelles sont les erreurs sur chacun des systèmes. Donc il est très important de maintenir des systèmes qui sont concurrents et complémentaires. Un exemple là-dessus, bon, c'est un peu, pour finir, un côté un peu caricatural, mais c'est quand même... Vous avez en rouge ici la relation hauteur-débit de la plus grande station du monde. La plus grande station du monde, c'est la station qui va faire la mesure officielle des débits sur l'Amazone. Alors attention, hein, vous voyez, on est en gros à 200 000 mètres cubes seconde. Hein, sur le Niger, on est à peu près à 5 000. Hein. Là, on est à 200 000 mètres cubes seconde. Hein. Un tel volume d'eau, c'est 2,5 cm de hauteur de la mer si vous le mettez comme ça par an. Hein. Donc vous vous rappelez, on a parlé de la montée du niveau des mers. Hein. C'est à peu près 2,5 mm, 2,5 mm par an. Là, on est à 10 fois la montée du niveau des mers. Bon, c'est normal, c'est de l'eau qui est recyclée. Hein. Attention, ce n'est pas un bilan net, c'est de l'eau qui est recyclée, mais vous imaginez bien à quel point il est super important, quand on veut faire des bilans globaux dans le changement climatique, du rôle de chacun des contributeurs, et en particulier les eaux douces, l'apport des eaux douces dans les océans, il est super important de mesurer ça correctement. Hein. Le trait rouge est donc le trait qui officiel fait la mesure, la convertit les hauteurs d'eau dans cette station d'Obidos en débit, et donc il dit combien l'Amazone apporte à l'océan Atlantique. Les points jaunes ici sont des mesures individuelles qui ont été faites, hein, comme ça. Et vous voyez donc que ces points jaunes, il arrive à un moment à partir à peu près de 6,50 m, 7 mètres, il y a un moment où le trait rouge il n'est plus très juste. Hein. Et vous voyez bien, parce que les mesures individuelles, les quelques mesures qui ont pu être faites, hein, elles, visiblement, elles ne donnent pas des débits. Hein, par exemple, pour une mesure de 8 mètres, hein, le débit théorique donné par l'agence brésilienne, il est vers 2,8, alors que les mesures disent qu'on est plutôt autour de 2,5. Bon. Et ce que nous, on a obtenu par satellite, c'est ce trait bleu, qui, vous voyez, apparaît quand même beaucoup plus cohérent avec ces mesures individuelles. La zone grisée, c'est notre zone d'incertitude. Nous, on dit, bon, notre valeur préférée, c'est le trait bleu. Maintenant, dans cette bande grisée-là, bon, voilà, nous, pour nous, la valeur, elle est quelque part dans cette bande grisée. En tout cas, ce que l'on dit, c'est que ce trait rouge, il nous semble, pour les très grandes valeurs, les valeurs de crue, ce trait rouge, il nous semble surestimé. Ah mince, alors j'ai un truc qui passe pas, mais ça fait rien. Et en particulier, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, il y a eu des crues très importantes. Hein, et l'erreur, donc les gens, ils ont prédit des débits qui étaient de cet ordre de grandeur ici, alors que la vraie valeur est quelque part par là. L'erreur entre prendre cette mesure ici sur la courbe rouge et prendre une mesure plutôt sur la courbe bleue ou ici, elle est de l'ordre de grandeur du Congo. 40 000 mètres cubes secondes d'erreur, vous avez un Congo d'erreur. Hein, c'est-à-dire que l'erreur sur le plus grand bassin du monde, il est égal au débit du deuxième plus grand bassin du monde. Hein. Donc vous voyez, et donc quand après on veut évaluer quel est l'impact des choses, le fait d'avoir des systèmes de mesure hein, qui sont complémentaires, hein, parce que cette courbe rouge était basée en fait uniquement sur des mesures in situ. Si l'on combine l'ensemble des données satellites in situ avec de la pluie et ainsi de suite, on arrive à des valeurs qui sont très différentes. Après, il faut évaluer laquelle est bonne, laquelle ne l'est pas. Mais en tout cas, on peut se dire, oh là là, il y a peut-être un petit souci dans ma mesure. Hein. Voilà.
Bon, et tout ça pour dire que, bon, heureusement, après toute cette longue histoire, il va se passer une chose très importante en 2020, c'est qu'il va être lancé le premier satellite qui est réellement dédié à l'hydrométrie. C'est le satellite SWOT qui va être un partenariat donc, entre la France et les États-Unis. Et ce que va faire ce satellite, c'est qu'il va carter, donc non plus juste le long de l'orbite, ce que je vous ai présenté, le long d'une ligne sous le satellite, mais il va vraiment faire une cartographie à chaque fois sur 100 km de large. Et on a calculé l'orbite de façon à ce que chaque bande de mesure soit jointive. Et donc on va avoir tout simplement une carte totale de l'ensemble de la Terre. Avec donc la période du satellite sera de 21 jours. Et donc, bon, vous y réfléchissez éventuellement, mais si vous faites une carte totale de la Terre, chaque fois qu'il monte, vous avez une carte totale, chaque fois qu'il redescend, vous avez une carte totale. Donc en fait, 2 fois tous les 21 jours, ce qui ne veut pas forcément dire tous les 10 jours, ça peut être le jour 2, le jour 7, le jour 3, le jour 15, et ainsi de suite, mais 2 fois tous les 21 jours, vous aurez une carte totale de tout corps, de la hauteur, de tous les points d'eau sur Terre. Que ce soit sur les océans ou que ce soit sur les rivières. Et donc ça c'est pareil, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on souhaiterait travailler avec l'agence du Niger, parce que clairement le bassin du Niger pourrait être un bassin pilote pour préparer cette future mission satellitaire. Mais vous voyez, en gros, il aura fallu une 50aine d'années pour que de travail sur les données et ainsi de suite, et surtout pour arriver à convaincre les agences spatiales qu'il était intéressant de travailler, d'utiliser cette technique pour les rivières. Voilà, normalement j'ai fini. Voilà. Merci. Bon, ma question c'est pour la première conférence. La première conférence. Donc, maintenant, ils ont parlé pour la première conférence. Ils ont parlé pour les antennes, pour la perception des données à partir des antennes installées. Donc, moi, depuis, non? Donc, maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est sur les éclairs. Est-ce que les éclairs n'ont pas un impact sur la perception des données en fonction des signaux émis par les antennes? Donc, c'est ça ma question de voir. Pour Madame Marielle, je voudrais bien savoir, pour ce qui concerne donc la mesure de signal de téléphonie, et on sait qu'au Sahel, la pluie s'est générée par les lignes de grains, comme vous l'avez énoncé plus tôt. Et ces lignes de grains, en général, sont précédées par des coups de vent violents et qui produisent des quantités énormes de poussière et qui font en sorte qu'on ait une densité énorme de cette poussière-là dans l'atmosphère. Et certainement, ça va aussi perturber le signal. Est-ce que c'est pris en compte ou est-ce que dans le traitement, vous arriverez à avoir son signal et à l'éliminer? Donc, c'était ma première question. Et ma deuxième question, toujours pour Madame Marielle, c'est à partir de quelle hauteur de pluie peut-on dire qu'il y a risque d'inondation au Sahel? Bon, vous n'êtes pas arrivé jusque-là dans votre étude que vous avez présentée, mais à partir de quelle hauteur de pluie peut-on s'attendre à des risques d'inondation? Pour Monsieur Stéphane, j'ai une question. La question, c'est une question de précision. Pour les satellites, on sait qu'ils ont une résolution. Et quand on regarde le fleuve Niger, par exemple, là où vous voulez développer l'étude, le fleuve Niger n'est pas très large. Est-ce que la résolution des images satellites permettra d'avoir des mesures nettes qui puissent permettre de faire le suivi de l'altimétrie à ce niveau-ci? Je vous remercie pour la qualité de vos présentations. J'aimerais connaître à peu près comment ça fonctionne dans la pratique. Parce que l'application que je vois, nous on ne voit pas ça en termes seulement de mesures pluviométriques, mais on voit en tant qu'organisation humanitaire, on voit en termes de gestion des catastrophes, de gestion multirisque, c'est-à-dire ça peut annoncer une inondation, une sécheresse, le choléra, la sécurité alimentaire, tout ça là, ça peut être intéressant pour une organisation humanitaire comme la Croix-Rouge. Je pense que aussi, de mon point de vue personnel, je ne sais pas comment vous n'avez pas pu approcher la Croix-Rouge pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale, parce que la Croix-Rouge est présente dans 190 pays, donc vous aurez vraiment, en termes de recherche,
d'avoir une vision globale du fonctionnement de l'application. Merci beaucoup. Question très intéressante, parce qu'effectivement, les éclairs, à part de transmettre de l'énergie lumineuse, ce qui permet qu'on voit les éclairs, transmettre effectivement de l'énergie dans toute une gamme de fréquences, dont les micro-ondes. Et d'ailleurs, il y a des détecteurs d'éclairs qui sont basés justement sur les micro-ondes. Alors, pour être honnête, on n'a pas du tout investigué la question, mais je ne pense pas que dans le cas où en fait on a quand même un signal très fort qui vient de l'antenne, on va dire, émettrice, qu'on reçoit. Donc je ne pense pas que la superposition du signal venu des éclairs sera assez forte pour qu'on la voie. Mais voilà, c'est juste une première réponse à chaud, parce que je n'ai pas de réponse en fait. Pour l'instant, le problème n'a pas été investigué. Par contre, ce qui est clair, en parlant d'éclairs, c'est que les opérateurs de téléphonie, enfin, une des manières dont les éclairs et la foudre se répercutent sur les antennes, c'est que parfois, effectivement, il peut y avoir des problèmes de foudroiement de certaines parties du réseau. Donc eux, ça c'est une des choses qui a été discutée avec les autres collègues scientifiques qui sont intéressés dans ce qu'on fait, dans le projet Rensel, c'est que justement peut-être, et ça répond à la question qu'on m'avait posée tout à l'heure sur l'intérêt que pourrait avoir, comment intéresser les opérateurs, c'est que si on suit, nous, les orages, de différentes manières, on pourrait leur dire, attention, il y a un orage qui arrive sur telle station, il y a peut-être un risque de foudre, donc peut-être qu'il faudrait que vous éteigniez le matériel, quelque chose comme ça. Mais on n'est pas allé au-delà de ça pour l'instant, mais c'est une excellente question, effectivement. Ok, l'autre question est plus ou moins liée à la première concerne l'impact des coups de vent aussi dans la réception. Voilà. Et l'autre question maintenant, M. Touré a demandé à quelle hauteur de pluie il y a des risques d'inondation. Je pense que c'est les deux questions. Alors, effectivement, la première question là, sur les coups de vent qu'il y a avant les lignes de grain et les poussières qui sont développées. Alors, sur l'aspect vent, il est clair que quand les vents sont très violents, en fait, ce qui se passe, c'est que justement, les vents peuvent secouer les mâts et qu'il peut y avoir effectivement des désalignements d'antennes. Que les antennes, au lieu d'être l'une en face de l'autre, elles ne sont plus complètement en face de l'autre, et que du coup, il peut y avoir des pertes de signal et des fluctuations liées à ça. Donc c'est vrai, pour ceux qu'on en a étudiés, on travaille aussi avec les gens des écoles, qui regardent ça semble être plus faible que les pics que j'ai montrés, qui sont très très forts, liés à la pluie. Par contre, c'est vrai que toutes ces petites fluctuations qu'on ne maîtrise pas bien, elles créent des incertitudes sur l'estimation de la pluie. Donc ça, c'est clair que toutes ces autres sources d'incertitudes sont importantes. Alors, en ce qui concerne, par contre, les poussières elles-mêmes, ça, c'est une des questions qu'on s'est posées. C'est que, par exemple, est-ce qu'on pourrait aussi utiliser la technique quand il y a des soulèvements de poussière, en période d'harmattan, etc. Est-ce qu'on pourrait arriver à quantifier, justement, parce que ça, ce serait aussi très très intéressant comme application, ne serait-ce à cause des problèmes de santé qui sont liés à ces soulèvements de poussière. Donc il y a un étudiant actuellement à Ouagadougou qui est censé travailler sur ce projet. Le problème, c'est que les poussières, c'est essentiellement de la pierre, du sable, et que c'est vrai que les propriétés micro-ondes du sable sont quasi inexistantes, en fait. Contrairement à l'eau qui absorbe vraiment et qui diffuse les micro-ondes, en fait, le sable, c'est quasi transparent aux micro-ondes. Donc, après, bon, même si un milieu est presque transparent, s'il y a beaucoup de masse, ça finit quand même par avoir un effet. Et donc, jusqu'ici, on a effectivement cette idée d'investiguer ces questions qui sont très importantes, mais voilà, c'est en cours de... ça fait partie des choses importantes qu'il faudrait qu'on investigue, et parce que ça crée des fluctuations parasites, et parce que c'est peut-être intéressant pour justement mesurer la poussière. Alors la deuxième question, franchement je ne peux pas répondre, parce qu'en fait ça dépend où est tombée la pluie. Si la pluie est tombée sur la ville, qu'elle ruisselle et immédiatement il peut y avoir très vite des inondations. Si elle est tombée dans une zone végétalisée, ça va peut-être pas créer inondation. Si le sol était déjà humide, donc c'est une question extrêmement difficile. Donc désolé, j'ai droit à un joker.
Oui. Bon, je donne mon joker. Ok, maintenant la parole à monsieur Il y avait une autre question sur la Croix-Rouge. Ah oui, d'accord, voilà. Ah bon. Oui, il y a une question de la Croix-Rouge qui concerne l'utilité de cet outil pour les organisations humanitaires. Alors, bon, c'est une très bonne question aussi. Là, nous, en fait, on est dans la phase où on essaie déjà de montrer ce qu'on pourrait faire à partir de ça en termes de quantifier la pluie et aller jusqu'au risque inondation, qui est un problème de physicien, on va dire, un problème d'hydrologue, on va dire, de télédétecteur et d'hydrologue, voilà. Donc ensuite, évidemment, nous, ce qu'on met en avant, et ce qui a motivé la Banque mondiale à nous financer, c'est que derrière, il pourrait y avoir des applications effectivement très intéressantes. C'est aussi pour ça que les gens de la protection civile et des pompiers sont là aujourd'hui, c'est que clairement, une fois qu'on aura quantifié notre capacité à prévoir les inondations, ça intéresserait beaucoup d'acteurs. Dont moi personnellement, je ne suis pas la meilleure personne pour communiquer avec eux. Et c'est clair qu'il faudrait organiser cela. Là, on est dans la phase où on valide déjà l'outil de base et ensuite se posera la question, une fois que cet outil, on montre vraiment qu'il est validé et qu'on est capable, si on a ces pluies par téléphonie, d'avoir un risque d'inondation, après se posera la question, effectivement, comment maintenant on utilise ça au mieux en collaboration avec tout un tas de services, dont évidemment, c'est évident que ce serait très utile pour la Croix-Rouge pour cet aspect inondation. Mais en fait, à ce stade du projet, ce serait un peu prématuré d'essayer. Il faut pas non plus, il faut se méfier de pas non plus essayer d'aller trop en aval, alors que l'amont n'a pas encore été réglé. Voilà. Mais par rapport à cette question quand même plus générale de l'utilisation de la téléphonie mobile, en fait, dans le cadre des problèmes humanitaires, des problèmes d'alerte, que ce soit effectivement sécheresse, etc., c'est clair que, par exemple, donc j'ai mentionné au début que j'étais en discussion actuellement avec Orange pour ce qui nous intéresse ici, mais la personne avec qui je suis en discussion avec Orange, c'est quelqu'un qui est directeur d'un programme d'Orange que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Data for Development. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet d'Orange, en fait, qui vise à voir justement à quoi peut être utile toutes les applications qui pourraient se développer autour de l'information qui est contenue dans la téléphonie mobile. Par exemple, quand il y a certains problèmes de santé, il y a des comportements, par exemple, les gens vont se déplacer, ou il va y avoir des choses comme ça, qui sont associées à des problèmes de santé. Parce que si les gens se déplacent tous alors qu'il y a une maladie, ben, la maladie va se transmettre. Enfin, il y a des choses qui sont en train de se développer sur l'exploitation par des gens qui sont plutôt du domaine des sciences humaines et sociales, on va dire, sur l'exploitation de toutes ces données pour justement prévenir des choses. Je sais qu'il y a quelqu'un de l'IRD qui travaillait justement sur, par exemple, alors là on ne parle pas d'un projet de santé, mais quand même un projet de prévision au niveau de la société, en regardant, parce qu'à partir des téléphones mobiles, on peut localiser les gens. On ne peut pas les localiser précisément, mais on peut savoir de quelle antenne ils sont le plus près. Et donc, par exemple, en voyant la masse d'appels qu'il y avait dans un quartier particulier d'une ville, il voyait où est-ce que les gens étaient en train de se déplacer, et donc il disait, OK, il faudrait amener les bus dans cet endroit. Des choses comme ça. Donc je pense que clairement, le potentiel de toutes ces données et de tous ces services liés au mobile pour des services comme la Croix-Rouge est loin d'être exploité, qu'il y aurait beaucoup de choses auxquelles il faudrait réfléchir. Et je pense que cette personne avec qui je suis en contact, là, de Data for Development, je pense que c'est une question auquel il serait effectivement sensible. Voilà, mais là, bon, je ne peux pas parler pour les autres personnes, mais je pense que c'est une fois de plus une très très bonne question. Merci. Voilà. Il y a un conférencier qui pose des questions concernant l'importance des résolutions. Alors, juste un petit problème sémantique, hein, il ne s'agit pas d'images, il s'agit bien de mesures ponctuelles, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'altimètre, hein, le radar, il fait des mesures donc sous
le satellite, donc le long de sa ligne de voyage, si vous voulez, hein, ce qu'on appelle la trace au sol de l'orbite. Donc il ne s'agit pas encore d'image, vraiment d'une mesure ponctuelle. Et le problème n'est pas directement un problème de largeur du fleuve. Je vais essayer de faire une analogie peut-être plus commune, plus courante. Hein. Donc, votre satellite, il envoie une lumière, hein, l'onde radar, c'est une lumière qui est dans une autre longueur d'onde que ce que nos yeux sont capables de voir, mais c'est jamais qu'une lumière, donc au sol, et il regarde ce que le sol lui renvoie. D'accord ? Et donc, imaginez, et donc le problème va être, en fait, comment ce qui revient de la rivière se démarque de ce qui revient de l'environnement. Imaginez deux situations. Vous avez une lampe torche, hein, une très grosse lampe, mettons, que vous allez allumer dehors en plein jour, d'accord ? Est-ce que vraiment vous verrez cette lampe en plein jour ? Pas vraiment. Par contre, vous avez une toute petite lampe, hein, genre qu'on a sur son porte-clés, dans la salle, une fois qu'elle est dans le noir. Vous la verrez très bien. Donc, c'est en ça que vous pouvez avoir une toute petite rivière, mais qui est au milieu d'un environnement qui ne va pas réémettre cette lumière vers le satellite. Donc, l'eau de votre rivière va être très bien détectée par le satellite, alors que votre grande rivière, si elle est dans un environnement qui renvoie lui aussi toute la lumière vers le satellite, votre grande rivière pourra très bien être mal détectée. Elle sera détectée, mais mal détectée. Donc, c'est plus une question de l'environnement dans lequel se trouve votre rivière que la largeur même de la rivière qui est important. Et c'est pour ça que sur l'exemple que je vous ai montré, sur le bassin amazonien, on arrive à suivre, on en est à 120-130 rivières, dont des toutes petites rivières. L'exemple que je vous ai montré avec les deux séries qui se croisent à un jour, la rivière, elle fait, c'est peut-être à peu près du niveau du Niger ici, quelques centaines de mètres de large. On n'a pas besoin que ce soit des rivières qui fassent des kilomètres et des kilomètres de large. Hein. Au contraire, des rivières de 20, 30, 50 mètres de large sont très bien vues par le satellite, si l'environnement est favorable. Bonjour, merci pour les différentes présentations qui ont beaucoup éclairci mes idées sur ces nouvelles technologies d'estimation de pluie. Je m'en vais poser une question. Je me positionne d'un point de vue régional et j'essaye par exemple de vouloir appliquer le produit de Rensel d'un point de vue sous-régional. Donc se pose le problème par exemple de l'opérateur télécom qui va essayer de gérer l'ensemble de ce réseau-là. Par exemple, je pense que Orange est beaucoup plus large, comme vous le dites. Il couvre pas mal de pays ici actuellement. Et l'autre problème c'est actuellement, il y a pas mal de produits actuellement qui sont développés. Donc, pour essayer de jouer sur la qualité du produit, d'estimation de pluie par satellite. Par exemple, parce qu'on a des produits in situ, qui ne couvrent pas un réseau assez dense. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un merging de ces produits par rapport aux satellites pour améliorer la qualité du produit. Et je m'en vais vous poser la question comme quoi, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisagé, par exemple, dans le cadre, par exemple, de cette étude des Rensel, de combiner, comme ça se fait avec les in situ des pluviomètres, de combiner les informations du Rensel avec l'information satellitaire pour avoir meilleure précision sur la couverture spatiale. Et là, parce que nous, on utilise cette information dans le cadre des systèmes d'alerte, dans le cadre aussi des risques d'inondation, etc. Donc je pense que aussi, ça c'est une information qui peut être pertinente dans le futur à voir et qui permettrait d'avoir de meilleures idées sur la qualité de ces produits. Je voudrais remercier les deux conférenciers pour leur brillante contribution. Ma première question va au docteur Muriel. Ça fait longtemps que nous nous posons des questions à savoir comment il faut faire pour avoir un logiciel, une application qui en temps réel nous permet de prévenir les risques d'inondation, parce que nous sommes des techniciens de gestion des opérations de sauvetage lors des grandes inondations. Alors, ma première question, qu'est-ce qui a motivé le choix de Ouagadougou comme ville test, comme ville pilote pour l'application téléphonique en matière de pluviométrie? En termes de retour d'expérience,
les années 2009-2010 ont été des années très pluvieuses ayant concerné toute la bande sahélienne, à commencer d'abord par Bamako, Niamey, sachant que Ouagadougou n'a pas de fleuve. Fleuve, peut-être que Ouagadougou a des rivières. Et là, je parle de retour d'expérience. Lorsque nous avions eu notre grande inondation à Niamey, qui a été occasionnée par de fortes pluies et un débordement du fleuve Niger, en ce moment, il n'y avait pas eu d'inondation à Ouaga. L'année suivante, à Ouagadougou, il y a eu une grande inondation liée donc à la rupture du barrage qu'il y a à Ouaga, et nous nous sommes rendus à Ouagadougou pour leur dire ce que nous avons vécu à Niamey, sachant que les deux corps de sapeurs-pompiers sont intimement liés, on échange des informations. Et je pense que Niamey est une ville plus à risque que Ouagadougou. C'est vrai qu'à Ouaga, il y a eu une inondation causée par la rupture d'un barrage. Donc je reviens toujours à ma question. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la ville de Ouagadougou comme ville test ou ville pilote? Ma deuxième question au docteur Stéphane. La cartographie hydraulique nous intéresserait beaucoup, mais comment l'appliquer aux opérations? Nous, c'est la partie opération, la partie de protection des populations qui nous intéresse. Comment il faut faire pour donc l'appliquer au secours? Voilà donc les deux questions. Merci. D'accord, donc merci pour cette question. En fait, voilà, la réponse, c'est que nous avons une thèse qui va commencer sur ce sujet en octobre prochain. Une thèse qui est financée par l'agence spatiale, le CNES, parce qu'effectivement, c'est évident que les réseaux sont, enfin, les deux sources d'information sont très complémentaires. Elles sont d'ailleurs aussi complémentaires avec le pluviomètre. Donc après, le défi, ça pourrait être combiner les trois informations. Mais c'est clair que le point fort des réseaux de téléphonie mobile, c'est l'urbain, puisque c'est très dense en urbain, et que, enfin, en urbain et après le long des réseaux routiers, alors que le point fort du satellite, c'est le côté global. Et que, bon, un certain nombre parce que moi, bon, je travaille aussi beaucoup sur l'estimation de la pluie par satellite, et ce qu'on voit, c'est que ce qui est disponible en temps réel, et qui pourrait être très intéressant pour les alertes, pour les systèmes d'alerte précoce, il y a souvent des biais, et donc ça pourrait être très intéressant de combiner en temps réel l'information satellite, effectivement, et de la recalibrer en temps réel avec l'information des liens quand elle est disponible. Donc, clairement, ça nous intéresse énormément de combiner, et il y a une thèse qui va porter sur le sujet. Alors, la thèse, elle va porter sur deux aspects. Un aspect, c'est effectivement voir comment on peut fusionner l'information qui provient des satellites défilants, des satellites géostationnaires et de Rensel pour faire un produit pluie, donc une estimation de pluie. Et l'autre aspect, c'est que c'est très intéressant effectivement pour le côté hydrologie urbaine d'avoir le réseau de téléphonie mobile sur la ville. Mais si le satellite peut aider à voir arriver les systèmes avant, on pourrait combiner les deux en disant, voilà, pour le côté inondation urbaine, en fait, on voit qu'il y a un système dangereux qui arrive, on le voit avec le satellite, et ensuite, dès qu'il est à proximité de la ville et que le réseau est plus dense, on peut quantifier avec le satellite, enfin avec le réseau, et donc avoir une estimation plus précise de ce qui va se passer. Voilà. Donc si des gens de l'Agrimet souhaitent être associés, bon, je vais peut-être en parler à Abdou Ali que je connais très bien, souhaitent être associés à cette thèse en fait. Enfin, bon, pas la thèse elle-même, le thésard a été choisi, mais ce serait très intéressant effectivement de collaborer sur justement une réflexion sur le potentiel, comment fusionner, puisqu'effectivement vous travaillez sur la fusion de l'information pluviométrique et satellite. Alors, fusionner l'information pluviométrique et satellite, c'est fusionner des points avec des carrés, que sont les pixels. Et là, on fusionne des lignes avec des pixels. Donc, en plus du point de vue mathématique, etc., c'est assez intéressant. Ok. Deuxième question.
Il y a le colonel qui demande qu'est-ce qui a, cette question s'adresse au docteur Stéphane, qu'est-ce qui a motivé le choix de Ouagadougou comme ville test? C'était à moi. Ouais, ouais. Ah, pour oui. Ah oui, ok. Alors, c'est le hasard qui a fait que ce projet de tester la mesure de pluie par un réseau de téléphonie, en fait, il l'a dit quand il m'a présenté. Moi, j'ai participé à un grand projet qui s'appelait AMA, pour analyse multidisciplinaire de la mousson africaine. Et pendant ce temps-là, pendant 3 ans, j'étais au Bénin, avec toujours pareil notre radar. Et avec des collaborateurs au Bénin, on a essayé d'intéresser les opérateurs téléphonie au Bénin. Il y a des gens qui connaissaient des ministres, etc., qui ont essayé. On n'y est pas arrivé. En 2010, je suis venue à Niamey, toujours pareil avec notre radar météo, dans le cadre de la validation satellitaire. Et pareil, on a essayé de contacter Orange Niger et d'autres opérateurs. Des gens ont essayé de nous aider. On n'est pas arrivé à vraiment avoir une discussion avec un opérateur pour aller jusqu'au moment où des données étaient disponibles. On est parti à Ouagadougou dans le cadre de la validation satellitaire, toujours pareil, en 2012-2013. Il se trouve que là, les circonstances ont fait qu'on a eu un collaborateur local, qui était donc le professeur Zougmouré, qui connaît très très bien des gens chez Télécel, parce que c'est un ancien thésard à lui qui est à la direction technique de Télécel. Du coup, le contact a été établi. Et c'est le premier endroit, après plus de 10 ans de recherche, qu'on est arrivé à avoir un opérateur qui a décidé de travailler avec nous. Voilà, alors ensuite, la Banque mondiale a vu ça et nous a dit, puisque vous avez des données là, poussez l'exercice jusqu'au bout. Après, la question de Bamako, parce qu'on veut aussi, il y a aussi Bamako, donc là, il se trouve que la personne de la Banque mondiale nous a dit, on a un fonds coréen qui veut développer un système d'alerte inondation à Bamako, est-ce que ça vous intéresse? Donc on a dit, ben oui, on va tenter. Mais c'est évident que, je le pense depuis les années AMA, que ce serait très intéressant de développer ça à Niamey, parce qu'en plus il y a une très longue tradition de collaboration avec les équipes IRD que je représente et les équipes de gens à Niamey, que ce soit la Grimette, l'ABN. On a quand même le réseau Amakatch, qui est un réseau pluviographique dense, qui est à Niamey, où ce serait très intéressant justement pour valider les méthodes. Donc moi, je serais tout à fait partante à ce qu'on teste ça sur Niamey. Ensuite, ce qu'il faut, c'est arriver à convaincre un opérateur de travailler avec nous à Niamey. Mais bon, là, s'il y a une masse effectivement de gens intéressés et puis qui ont la capacité de conviction, on trouvera les forces pour faire l'expérience. Surtout, comme je le disais, le réseau de validation existe, c'est le réseau Amakatch. Donc, Merci. Autour de Stéphane. Il y a le collègue qui demande comment appliquer la cartographie géologique, et surtout au Niger. Alors, la première chose, c'est que je crois que ce qu'il est très important de bien établir, c'est que je ne suis pas omnipotent. Je ne peux faire que ma petite contribution à ce genre de choses, et que justement, si on est venu ici, c'est parce que je suis fondamentalement convaincu qu'une partie, que l'essentiel de la réponse à votre question, elle est locale. C'est en travaillant avec, et donc le partenaire avec lequel on est venu travailler, c'est l'ABN, hein, comme le disait Marielle, parce que c'est historique, il doit y avoir, je sais pas, 30 ans, quelque chose comme ça, de collaboration depuis la création de l'ABN, entre notre organisme, pas nous-mêmes, hein, mais notre organisme et l'ABN, et que justement, nous on apporte notre petite partie, qui est l'innovation sur les nouvelles mesures ou des choses comme ça, et éventuellement derrière nous aussi tous les collègues qu'on connaît, le réseau que l'on peut, scientifique que l'on peut avoir derrière nous. Nous, on peut apporter ça. Maintenant, comment le problème se pose localement, quelles sont les réponses locales qui peuvent être, auxquelles on peut aider comment on peut aider à répondre à des questions locales, ça c'est vraiment avec justement les agences. Moi, je suis intimement convaincu que je veux surtout pas arriver, moi, comme ça, en disant, bah, attendez, je vais vous expliquer comment il faut faire et tout ça. Non, je sais bien que ça, c'est une mauvaise façon de faire. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de, justement, si vous pensez que vous, et je le pense aussi, que cette question-là vous intéresse, c'est de prendre contact avec l'ABN,
hein, pour voir avec eux, en disant, bah voilà, on a vu ce que proposaient les gens de l'IRD, on est intéressés, et voir, parce que justement, ce qu'on essaye de monter avec eux, c'est justement que ces nouvelles techniques, ces nouvelles technologies puissent servir à quelque chose localement. Ok. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, mesdames et messieurs, je pense que ce matin, nous avons suivi 2 riches présentations. Et ça se voit à travers donc, les questions et les contributions. À travers la présentation du docteur Marielle, nous avons appris beaucoup de choses en concernant le suivi hydrologique. Cette présentation nous a permis de savoir que, avec les informations téléphoniques, on peut aussi faire un bon suivi des pluies et aussi faire aussi des prévisions des inondations. Mais aussi, elle a beaucoup insisté sur le fait que ces informations téléphoniques doivent être combinées avec des informations satellitaires et aussi avec des informations provenant du terrain, notamment celles provenant donc des relevés pluviométriques. Et au niveau des utilisateurs maintenant de cet outil potentiel, notamment l'utilisation de la téléphonie mobile, elle a beaucoup parlé donc des centres de recherche, les services météo surtout, mais également aussi la protection civile, représentée ici donc dans cette salle par les officiers donc du corps des sapeurs-pompiers et aussi de la Croix-Rouge. Donc c'est le lieu donc ici de vraiment de les remercier pour avoir répondu à notre invitation. L'autre présentation, la présentation du docteur aussi Stéphane, nous a aussi montré l'importance d'utiliser les données satellitaires pour le suivi des cours d'eau. C'est vrai que dans des pays comme le Niger, chaque année, nous faisons face à aux montées des crues. Je pense que maintenant, le jour où on parviendra à avoir maintenant au niveau régional, au niveau vraiment continental, donc cette cartographie, ça nous permettra donc de faire un suivi régulier, donc pas seulement des hauteurs, mais aussi des débits d'eau. Et il a souligné le fait que de ne pas remplacer les systèmes d'observation traditionnels, mais les compléter et les diversifier avec les sources d'informations telles que les informations satellitaires. Donc, chers amis, maintenant, nous voici donc au terme de ces 2 présentations. Les 2 présentations que vous venez de suivre feront l'objet donc d'une présentation vidéo qui vous sera donc envoyée via vos sites, vos adresses email. La première conférence qu'on a fait il y a de cela 2 semaines, la vidéo est en voie de finalisation. Donc nous allons donc boucler ça et envoyer ça cette semaine. Je voudrais donc, avant donc, de terminer, avant de lever la séance, encore une fois remercier tous ceux qui ont répondu présents et qui ont participé à cette conférence, et aussi souligner le bon partenariat qui existe entre l'Agrimet et l'IRD. C'est le fruit de ce partenariat qui est à l'origine maintenant de ces conférences cycliques que vous venez de voir. Et ces conférences ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Donc nous ferons tout pour qu'une fois par mois, qu'il y ait au moins 1 ou 2 animations scientifiques au sein des Agrimet. Mesdames et messieurs, donc encore une fois, au nom du directeur général, je vous remercie. Et encore, je vous demande un banc d'applaudissements pour les 2 conférenciers. Maintenant, la séance est levée. Merci beaucoup. Voilà.